Mais t'as pas eu peur toute seule comme ça? Mais peur de quoi? Mais de te faire lyncher. Mais j'ai pas peur. Au pire, je soulève mon t-shirt et je leur montre mes seins et ils vont tous partir. J'ai pas peur, moi. Je ne dis pas ça parce que c'est quelque chose dont j'ai envie qu'il se passe dans ma vie. Mais c'est l'arme c'est ça dont ils ont le plus que peur, certaines femmes utilisent quand il y a eu des ultra-religieux qui ont essayé de bloquer, quand il y a eu ces réformes qu'ils ont essayé de passer. Donc il y a des ultra-religieux qui se mettaient par terre à bloquer les routes, les voitures arrivaient. Et pour faire débloquer les routes, on a souvent vu des femmes arriver. T'exagères. Ça a été filmé et tout. Oui. Et ça, c'est l'arme. T'arrives, tu montres tes miches et les gars, ils se barrent. Mais je pense que même de me voir, tu vois, que si je dois leur parler, ils partent. Ils n'ont même pas besoin de... Je leur montre mes cheveux. Les cheveux, évidemment. Ta 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 ta. Hello. Bonjour, bonjour. Salut, camarades. Bonjour à tous et à toutes. Français, françaises, francophones. T'as vu ce qu'ils se sont pris là au mondial, les Français? Ah bah d'un coup ça t'intéresse. J'étais presque à tous content. Dans le podcast de Shana et Ronnie, Israël mode d'emploi. En live de Tel Aviv. 21e épisode. 21e, on est le 16 juillet. On va vous parler. Déjà, il y a le blitz de folie de toutes les lois que ce gouvernement essaye de faire passer. Donc là, on va vous expliquer. On va rentrer dans les détails. De vous expliquer parce que tout le monde nous pose parce que des c'est questions. du lourd. Là, il y en a tellement que même nous, on a du mal à suivre et Ouais. nous, on les a tous les jours. Et puis, si on arrive à la fin, on vous parlera un peu de ce qui se passe à nos deux frontières. Donc, un peu le nord et un peu la frontière égyptienne, puisqu'on n'en parle pas souvent. C'est vrai. Mais quand même, la bande de Gaza, l'Égypte, il y a Super des trucs à dire. C'est parti. Déjà, cette semaine, on est parti avec, je pense que la loi la pire, celle qu'ils ont essayé de faire passer, c'est la loi sur les déserteurs. Donc, il y a une loi... Attends, viens, on explique un peu le contexte peut-être. Explique, vas-y. Vas-y. En gros, en début de semaine, de façon naturelle, on arrive au bout de la Knesset, c'est-à-dire on arrive au bout du mandat. Et donc, du coup, à la fin de la semaine, la Knesset est censée être prête à être dissoute et après dissolue. Dissoute, dissolue, destroy. Et du coup... c'est les mêmes questions toutes les semaines. Mais oui, non mais il n'y a pas un prof de français qui peut me répondre une fois Allô pour toutes. Allô, dissous. Non mais aidez-nous, c'est l'intérêt général. Alors, du coup, la Knesset arrive à son terme et les élections seront donc, pour la première fois depuis des années, à la date prévue par la loi, c'est-à-dire le 27 octobre, après 4 ans de mandat de ce gouvernement où on aurait pensé qu'il allait tomber. Ouais, même ça, c'est incroyable, quoi. Qu'ils aient réussi à tenir après le 7 octobre, ils ont quand même réussi à tenir. Et après la réforme, et après les guerres à n'en plus finir. Donc, on arrive au bout, et là où en général, dans toute démocratie normale, un gouvernement se dit « bon, bah, j'ai eu 4 ans pour faire des trucs, pour faire passer des lois, pour mettre en place des réformes, etc. » Quand on arrive déjà à la campagne électorale, ça veut dire que mon mandat est un peu fini, donc je ne vais pas maintenant faire des réformes hallucinantes. Eh ben non, c'est l'inverse. Tout ce qu'ils n'ont pas fait passer parce que ça aurait créé encore plus de division dans le peuple, tout ce qu'ils auraient pu faire passer et qui aurait pu créer des tensions par rapport à l'armée, etc. Tous ces trucs-là, ils les ont gardés donc, pour la fin, ce qui est maintenant. Et là, donc, à une semaine de la fin du Parlement, de la dissolution du Parlement, on se retrouve avec une quantité de lois folles. Ils y sont jour et nuit. Et donc, du coup... Là, on va vous parler effectivement de cette folie furieuse de blitz législatif. Tous les jours, il y a une loi qui passe. Et puis tous les matins, on se réveille avec... Et tous les jours, c'est un truc de fou, quoi. Donc tu disais, les déserteurs, c'est vraiment, je pense, effectivement... Je pense que c'est le summum, mais il y en a des pas mal aussi, comme Bnei Brak et tout ça. Alors le Chok Limud Torah, donc la loi des déserteurs, on va vous la faire en gros. Non, c'est pas pareil. Non, mais enfin, il y a presque 2 épisodes. En fin de compte, ils ont essayé de faire passer une loi qui dirait que les enfants des orthodoxes, des ultra-orthodoxes, donc les très religieux, eh ben, eux, ils seraient exemptés d'armée. Et donc, cette loi, ils n'ont pas réussi à la faire passer. Et ce qu'ils ont fait, et ça, c'est grandiose, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, bah, si on n'arrive pas à faire passer la loi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Puisque une fois que cette loi, en principe, donc, tous les enfants qui arrivent à l'âge de 18 ans sont censés aller à l'armée. Et donc, ceux qui n'y vont pas sont de facto des déserteurs. Et donc, tu as la police militaire qui va les chercher. Censé. Quand tu n'es pas religieux,
Les gars, ils arrivent, Ah ils oui. tapent à la porte chez toi. Ouais, Donc, ouais. ça, et donc, il y a une loi qui dit que ces gens-là, bon, bah, on les arrête. Et ben eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, on va faire passer une loi qui dirait qu'on ne fait pas appliquer la loi pour ces gens-là. C'est-à-dire, oui, Une ils exception. sont censés aller à l'armée, mais non, la police n'est pas obligée de les arrêter s'ils y vont pas. Et c'est ça qu'ils ont réussi à faire passer. Et donc, ils sont... C'est un gel, en fait, qu'ils ont fait. C'est une folie, quoi. C'est-à-dire, c'est comme s'ils avaient pris leur téléphone et qu'ils avaient appelé la police et qu'ils leur avaient dit, oui, c'est vrai, c'est des voleurs, mais ne les arrêtez pas. On en est là, quoi. Et ça, pareil, ça a été immédiatement gelé par la Cour suprême qui dit, mais pourquoi sous quel prétexte ceux-là, on les arrête et ceux-là, on les arrête pas? Oui, C'est-à-dire parce que sous quel on arrête toutes les arrestations, c'est on arrête ceux qui sont soi-disant en train d'étudier la Torah dans les courants religieux qui sont affiliés aux députés ultra-orthodoxes. C'est-à-dire c'est vraiment... D'ailleurs, normalement, selon la loi israélienne, si tu fais en tant que député avancer une loi qui va avoir un impact direct sur quelqu'un qui est un membre de ta famille, tu es obligé, selon la loi, d'informer la Knesset comme quoi, bon, bah, je vous préviens, moi j'ai quand même... un intérêt personnel dans le sujet. Et du coup, là, même à la Knesset, ils leur ont dit, mais en fait, les gars, vous faites ça pour vos enfants et pour vos petits-enfants. Là, ils sont en ce moment en train d'être dans une situation illégale. Et les mecs, ils ont même pas honte. Ils te disent, Ari Ederi et compagnie, ils te disent, oui, non, mais évidemment que ça doit jouer en faveur de mon fils et de mon arrière-petit. Non, mais tu te rends compte, genre, le niveau de corruption à ciel ouvert, quoi. Non, mais pour eux, c'est normal, dans leur façon de penser, c'est normal que de toute façon, eux, ils la font pas à l'armée. Non, ça, je suis pas d'accord. C'est normal. Ça, ils ont pas cette naïveté, c'est politique. Non, oui, non, mais ils sont en mode... Ils veulent pas mourir, ils veulent pas aller à l'armée, ils veulent continuer à recevoir leur budget. Oui, mais évidemment, mais ça fait tellement d'années qu'ils sont exemptés de l'affaire que pour eux, c'est devenu normal. Il y a pas... Ils sont en mode, nous, on n'est pas on la fait pas à l'armée. Oui, mais c'est une autonomie religieuse indépendante où ils vivent vraiment comme dans une sorte de ghetto, en fait. Et aussi pour vous expliquer, camarades sénégalais, pour vous expliquer pourquoi ils refusent de la faire à l'armée. Évidemment qu'ils préféraient ne pas aller au front. Ça, j'imagine que toutes les mamans du monde, elles préfèrent que leurs enfants, ils n'aillent pas à l'armée. Donc ça, c'est évident. Et il y en a beaucoup c'est la première raison pour laquelle ils préfèrent ne pas la faire. Mais ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison que les ultra-orthodoxes, ils ont de ne pas vouloir faire l'armée, c'est que pour eux, l'armée, c'est-à-dire quand on voit un enfant, quand on voit quelqu'un qui a 18 ans à l'armée, et ben tout d'un coup, il ouvre les yeux à ce qu'est la réalité de la vie en Israël. Oui, c'est-à-dire il découvre la société israélienne, puisque tout à coup, il se retrouve dans une unité, même pas obligatoirement une unité combattante, il se retrouve dans une unité qui va être avec d'autres garçons de son âge, des femmes, et il va s'apercevoir qu'en fin de compte, tout ce qu'on lui a dit depuis qu'il était petit, c'était un peu des salades. Parce que ces gens-là, ils vivent vraiment dans un ghetto. Ils ont pris le ghetto qui était à Varsovie et ils ont refait le même ici. Et c'est ça qui les rend fous. C'est ça qu'ils veulent à tout prix éviter, c'est que leurs enfants se retrouvent mélangés avec des laïcs et donc s'aperçoivent qu'on leur raconte un peu des salades et qu'ils sortent de l'armée moins religieux qu'ils y sont rentrés. Et ça, pour eux, c'est le pire du pire. Et c'est pour ça qu'ils disent on préfère mourir que d'aller à l'armée. Ouais, je pense que c'est très bien résumé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment une sorte de monde complètement clos. Mais ils vivent vraiment dans un monde qui est en parallèle d'Israël. Ils ont leurs lois. Parle-nous transition rapide. Après, je reprendrai sur... la liste est longue. Hein, non, mais parle-nous par exemple juste de cette loi qu'ils ont fait passer cette semaine. C'est pas une loi. C'est une proposition de... Non, c'est pire qu'une loi dans le sens où ça va être acté tout de suite, il n'y a pas besoin de processus démocratique. Ronny, il est en train de parler de vraiment... Donc, on continue à vous parler des ultra-orthodoxes. Vous inquiétez pas, il y en a pour tout le monde. On va vous dire d'autres trucs après. Mais en l'occurrence, Bnei Brak, qui est donc à la frontière de Tel Aviv, dans le centre d'Israël, est vraiment une société fermée d'ultra-orthodoxes.
en plein centre d'Israël. Et du coup, l'info qui est sortie cette semaine, c'est que la mairie de Bnei Brak a décidé, dans les artères principales, mais en première étape, de séparer les femmes et les hommes sur les trottoirs. C'est-à-dire à droite, ce sera les hommes, à gauche, ce sera les femmes. Et donc de faire une séparation de genre dans l'espace public, dans les trottoirs. Pour que les hommes n'aient pas à voir ces femmes mal vêtues dans la rue. Alors moi, cette semaine, j'étais C'est à Bnei incroyable. Brak. Mais c'est de la... Non, mais juste, on s'arrête 2 secondes là-dessus. Rien que ça, en 2026, en Israël, c'est-à-dire, on te fait passer une... Ouais, bah, on est sur le c'est chemin pas de une l'Iran. loi, donc on te fait passer un truc qui est, tu te dirais, mais... Et qui vient normaliser aussi le fait qu'on puisse avoir ce genre de processus. Mais tu te dis, tu parles d'Iran ou d'Afghanistan. Ouais. Non, on parle d'Israël 2026, centre la de- Startup Nation, le pays qui a inventé le dôme de fer et tout ça. Et ben, on en est à avoir des trottoirs pour les hommes et des trottoirs pour les femmes parce que les religieux, ils ont tellement peur des femmes qu'ils peuvent même pas les croiser dans la rue. Alors, C'est une folie. donc, cette semaine, pas pour faire une petite enquête pour vous, mais de façon indirecte. Micro-trottoirs, tu vois le jeu. Ouais, si moi j'y vais, tu penses qu'ils vont me répondre. Et donc, du coup, en fait, je vous explique. Donc, en plus, une des manifestations de toutes ces combines et toute cette corruption, c'est que dans les endroits où il y a des ultra-orthodoxes, les services d'État sont de qualité bien au-delà, bien plus grande que chez nous, les laïcs. les normaux. Et donc, du coup, on se retrouve dans une folie où, en fait, voilà. Donc, moi, je veux trouver un rendez-vous chez le dentiste. En Israël, il n'y a pas de... Comme vous allez chez le même dentiste à chaque fois. En Israël, c'est la loterie. On prend le premier rendez-vous. Ils te font pas passer ton dossier. Du coup, tu reprends à zéro. Tu es mal suivi. Enfin, bref, c'est génial. Et donc, je cherche un dentiste. On me dit, j'appelle le truc, là, La coupe patronyme. ouais. Et je leur demande un rendez-vous, parce que mon dernier rendez-vous a été annulé à cause de la guerre. Donc, encore une fois, super. J'appelle pour leur dire, est-ce que vous avez un rendez-vous Tel Aviv ou pas loin, tu vois. Elle me dit, oui, Tel Aviv, le prochain rendez-vous, janvier 2028. Oui, évidemment, merci Of bien. course. Et du coup, je lui dis, bah écoutez, dites-moi, je sais pas, Batiam, Bnei-Brak et compagnie. Batiam, pareil, elle me dit, je sais pas quand, dans 6 mois. Et elle me dit, Bnei-Brak, par contre, dans 2 semaines. Donc, je me rappelle évidemment que leurs services sont, en fait, ils ont une grande population, etc. Et le gouvernement a intérêt à mettre tous les budgets et à les rendre heureux. Donc, en fait, je me rends compte que dans 2 semaines, je peux aller à Bnei Brak. Très bien, avec le nouveau métro. C'est rapide. C'est à 4 stations. On y est en 10 minutes. Merveilleux. Je rentre donc à côté d'Amima, à côté de chez moi. Voilà, comme je suis actuellement, débardeur. J'allais au travail, donc j'avais un pantalon long, mais je rentre donc dans le métro en Israël et je ressors au shtetl. Voilà, 10 minutes plus tard, je suis dans le shtetl. dans le ghetto. J'arrive. Premier truc que je vois, une pancarte. Tu sors du métro, hein. Pancarte immense, Arutz Arba Esrei, donc la chaîne 14. Le bus de la chaîne 14 vient jusqu'à Bnei Brak, rejoignez-nous. Déjà, putain, tu te dis, ok, très Ça bien. commence très bien. Donc déjà, tu dis ça. Bon, évidemment, donc complètement, tu vois, t'es un peu dans un truc lunaire, quoi. Comme quand tu Pour vas... ceux qui ne savent pas, la 14, c'est la Pravda. Voilà, c'est la chaîne de... On va en parler après. On va vous raconter d'autres détails bon, très parce que- passionnants. Il y en a qui ne savent pas, Ouais. qu'est-ce Non, qu'ils non. ont contre la 14. Donc la 14, c'est la chaîne de propagande et on va vous expliquer à quel point. Donc, j'arrive à Bnei Brak, j'essaye de comprendre machin, je cherche l'adresse. Évidemment, l'adresse qui est sur Google Maps n'est pas existante. Je me retrouve dans un truc, machin. Donc déjà, tu te rends compte que t'es presque, dans ton expérience, t'es presque pas en Israël, en fait. Donc, voilà. Le sol dégueu, de la poubelle partout, enfin vraiment des déchets partout, mais tu te dis, tu peux pas t'imaginer que t'es dans le J'ai centre. jamais compris ça. Pourquoi ils sont sales à ce point-là? Je sais pas s'ils sont sales, mais Ils sont crades. Ils ont pas de... Ils ont aucun respect de tout ce qui est voie publique, tout ça, Non, les rien. bus, ils jettent tout Rien. par terre. Mais Ouais. je sais pas d'où ça vient ça. Bah, ils ont pas été éduqués à ça. Oui, non, mais quand même, je sais pas. Enfin, Bah oui, mais toi, ta logique, t'habites c'est... dedans, Ouais. tu chies pas où t'habites. Non. Et donc, je Si. sais pas, j'ai pas de réponse. Bref. C'est... T'as déjà vu un bus quand tu reviens quand tu prends un bus qui est plein de religieux? Ils jettent tout par terre. Ouais. Ou un avion. Mais ils pensent que toi, tu vas aller nettoyer. Non, mais je sais pas, il y a un truc. Ouais, il y a un truc. Continue. Bnei Brak.
Et donc j'arrive, je vois, donc pour ceux qui connaissent pas, je vais vous faire un peu le portrait du truc, plein de petites filles habillées donc en robe longue évidemment, mais en fait toute la fratrie avec le même tissu, donc en fait, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que malgré qu'ils aient les plus grands budgets d'État, tout est une corruption dingue où on les laisse dans la pauvreté, et même eux, en fait, le chassidisme, donc leur courant du judaïsme, c'est un courant en fait qui veut, qui est contre le matérialisme, et donc du coup qui les maintient en fait dans ce truc où Dans ils n'ont une pas pauvreté, une pauvreté qui ouais. aussi joue évidemment des intérêts politiques. Puis tu peux pas non plus être toute la journée à étudier la Torah et puis aller au boulot. Ou Non, tu ils peux veulent pas travailler. C'est les femmes qui travaillent. Donc voilà. Oui, mais quand tu as Et donc 8 tu vois ou quand 9 même gosses, des hommes qui c'est sont le problème. censés. Donc les femmes, elles travaillent à mi-temps dans des jobs très mal payés. Donc pareil, elles n'amènent pas beaucoup d'argent et de comment on dit, de revenus. Ron Enoshi Ouais. pour la Médina. Ouais, Elles elles payent n'apportent pas beaucoup de. Oui, elle ne paye pas beaucoup d'impôts. Pas paye Elle beaucoup ne rapporte d'impôts. pas beaucoup à l'État. Et donc du coup, tu vois tous ces enfants à moitié abandonnés. Enfin, c'était 1h, c'était le matin. Ils sont censés être, je sais pas, quelque part quoi. C'est pas rare, pour vous dire, c'est pas rare de voir en Israël, dans les villes très religieuses, si c'est Jérusalem, Bnei Brak et tout ça, c'est pas rare de voir des enfants de 8, 9 ans, 10 ans, avec leur... Et c'est eux les grands, et c'est eux, par exemple, tu as la grande sœur qui a 10 ans, et elle va se trimballer avec les petites sœurs qui ont 3, 4, 5 ans, et c'est elle qui les fait traverser la rue, c'est elle qui les emmène à l'école, c'est elle la maman, quoi. Ouais. C'est pas rare de voir Alors, dans la soit rue t'as vraiment ça, des... Soit sinon, tu as des hommes qui se baladent avec des petits bébés, des petits trucs, c'est-à-dire ils foutent rien. Ils sont censés être à la yeshiva en train d'étudier, sauf que, encore une fois, ils ne le sont pas du tout. Ils reçoivent les budgets d'État sans qu'ils soient... Et donc, du coup, ils s'occupent des enfants. Bref, peu importe. Donc, j'arrive enfin... Donc, je me rapproche, je trouve enfin. Tout le monde me regarde, genre, c'est qui celle-là? Tu vois les cheveux. T'as encore ton débardeur ou t'as mis quelque chose sur les épaules? Non, pourquoi je me Tu fais te un peu suicides, quoi. Tu te lâches. Tu pars il fait en 36, Jurassic Park 30 comme ça, degrés. quoi. Non, et c'est surtout que je crois que mes cheveux nus, ça les a... Ils me regardaient, genre... les petites, elles me regardaient en mode... c'est la première adulte qui voit les cheveux pas couverts, en fait. Parce que les femmes ultra-orthodoxes, elles ont ou les cheveux couverts ou des perruques. C'est très, très chelou. Elles ont des perruques super belles, de vrais cheveux, mais qui sont pas leurs cheveux, pour pas qu'on voit leurs cheveux. Et donc, il y a un truc super weird, puisque tu n'as pas le droit de montrer tes cheveux, parce que si tu montres tes cheveux, c'est soi-disant, c'est le truc... ça va être beaucoup trop excitant pour les hommes. Les hommes, ils peuvent pas se retenir quand ils voient les cheveux d'une femme, c'est bien connu. Tout le monde sait ça. Donc, t'as pas le droit D'ailleurs, de j'avais montrer... peur de ça, Bnei Brak. Oui. Je me suis dit, mon Dieu, j'y vais avec mes cheveux. Tout le monde le sait. Donc, Ils vont me sauter dessus. interdiction de montrer tes cheveux. Mais par contre, c'est là où c'est très chelou, tu peux mettre une perruque, et tu peux mettre une perruque qui est faite de vrais cheveux. Et donc, il y a toute une... Il y a tout un business en Israël. C'est pas comme les femmes qui veulent mettre des perruques et qui elles veulent que ça fasse naturel. Le but, ça je le sais, c'est hyper intéressant pour les femmes ultra orthodoxes, c'est d'avoir des plus belles perruques, mais qui fassent perruque. Oui. Parce qu'il faut pas qu'on croie qu'elles ont leurs cheveux. Oui, mais c'est des perruques qui sont. Je connais parce qu'une fois je m'étais renseigné, je voulais en acheter une. Bref, long story short. Pour un projet, parce que je suis dans l'art. L'art mène à tous les enfants. Et donc, il y a pas loin de là où est le studio, il y a un endroit où ils font des perruques. C'est des perruques qui sont faites. Déjà, il y a des gens qui donnent leurs cheveux, qui donnent leurs vrais cheveux. Oui, ici, il y a des dons. Il y a des dons de cheveux. Et donc, il y a des perruques, mais c'est fantastique. C'est un truc de fou. C'est des perruques qui sont super belles. Et ça vaut super cher. Ouais, ça vaut genre 10 000, 15 000 shekels. Très, très cher. Et donc, les femmes des ultra-religieux, elles n'ont pas le droit de montrer leurs cheveux, mais elles ont le droit de mettre des perruques qui sont encore plus belles que leurs cheveux. Et ça, c'est tous les 15 000 shekels, d'ailleurs. Je ne sais pas d'où ils les sortent, mais ils les sortent. Mais c'est comme les chapeaux qu'ils ont. C'est des chapeaux qui sont super chers. Ouais. Et tout est super cher dans leurs vêtements. Parce que tout est codé, et plus c'est cher, et plus tu peux te permettre de t'acheter ce chapeau-là. Les Streimel qu'ils ont, c'est des trucs qui viennent d'Ukraine et tout ça. Et bref, il y a un truc très chelou où tu n'as pas le droit de montrer tes cheveux, mais tu as le droit d'avoir une perruque. Et les hommes, tu vois, tu vois, parce qu'ils ne sont pas ornis quand ils voient les vrais cheveux, mais quand ils voient des cheveux de perruque,
eh ben, ça les excite moins. Je sais pas pourquoi. Je saurais pas t'expliquer moi. Parce en- que c'est que chez les Moi, ultra-orthodoxes. en tant que com. je sais pas pourquoi. I don't know. Bref, t'avais pas de perruque. Donc, je n'avais pas de perruque. Donc, tu arrives, je vois un. Ça va être un épisode très long. Je vois. On avance pas. On est parti la dans loi les numéro perruques. 1. Mais au moins, vous apprenez des trucs. Mais c'est ça. C'est ça. perruques. J'ai ouï dire que c'est ce que nos auditeurs aiment écouter. Alors, donc voilà, je vous montre la photo. En gros, donc je continue à avancer et je vois un panneau. Donc, chez les ultra-orthodoxes, comme ils ont des téléphones cachers, c'est-à-dire c'est pas des smartphones, sans Internet, pour communiquer, ils mettent des panneaux dans la rue. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Et du coup, je vois un énorme panneau avec écrit, je vous montre ça, Toda Rabba, Veyachar Kohar. Toda Rabba, merci beaucoup. Et à cher Kohar, soyons forts. Super, vous super. faites du bon boulot. Voilà. Du coup, je me dis, intéressant. De quoi s'agit-il? Et donc, je m'approche, je prends la photo, tout le monde me regarde là-bas, genre. Mais t'as pas eu peur toute seule comme ça? Mais peur de quoi? Mais de te faire lyncher. Mais j'ai pas peur. Au pire, je soulève mon t-shirt et je leur montre mes seins et ils vont tous partir. J'ai pas peur, moi. J'aurais bien aimé voir ça. Bah, t'inquiète, un jour ou un autre, on va devoir en arriver là. Donc, je ne dis pas ça parce que c'est quelque chose dont j'ai envie qu'il se passe dans ma vie. Mais Ces larmes Mais c'est ça dont ils ont le plus que peur, tu certaines comprends? femmes utilisent quand il y a eu quand il y a eu des ultra-religieux qui ont essayé de bloquer des routes. Quand il y a eu ces réformes qu'ils ont essayé de passer, donc il y a des ultra-religieux qui se mettaient par terre à bloquer les routes, les voitures arrivaient. Et pour faire débloquer les routes, on a souvent vu des femmes Souvent. arriver. T'exagères. Ah, ça s'est Deux vu. fois. Ça a été filmé et tout. Oui. Et ça, c'est l'arme. T'arrives, tu montres tes miches et les gars, ils se barrent. Mais je pense que même de me voir, tu vois que Excellent. si je dois leur parler, ils partent. Ils n'ont même pas besoin de. Je leur montre mes cheveux. Les cheveux, évidemment. Les Et cheveux. donc, Yachar Kohar de quoi l'école Nashot Israël. Bnot ha-seminarim, archarot ve ele atznuot. Ça veut dire quoi? Donc, c'est à toutes les femmes d'Israël. Les bnot séminaires, donc les femmes qui sont en yeshiva, les petites jeunes qui vont étudier la Torah. Au séminaire. Merci à vous, chez Kvart Kufa Aruka, Merci à vous, que ça fait déjà un certain temps, Mechasot et Ragleen, que vous cachez vos jambes, que depuis déjà un certain Bessam- Merci de cacher vos jambes Besmalot Tnuot. avec des jupes snout, Couventre, qui font humbles. humbles. Pas mal. Voilà, donc en gros, ce panneau, donc juste à l'entrée, vraiment, vous le voyez De Bnei Brak. non, de la Clalite, de la Coupat Trolim, Ah oui, du centre médical, il dit bah merci, mais un panneau immense. tu merci vois. les filles de pas Merci montrer les vos jambes filles. parce que quand même, Donc tu vois le truc mitnassé, le truc patriarcal, Ouais. en plus le bon gaslighting qui te dit merci aux filles. Ouais. Depuis donc c'est-à-dire nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci à nos soldats qui depuis une longue période se battent et nous défendent. Eux ils disent merci aux filles De cacher Qui- vos jambes. cachent leurs jambes avec des robes longues. Parce et qu'encore humbles. une fois, si tu vois cacher ce sein que je ne saurais voir, Ah bah là on est à fond. on est carrément là-dedans quoi. Et donc du coup j'arrive à la Mirpa, j'arrive au truc, je vous la fais courte parce que ça y est on en a parlé longtemps, mais t'arrives dans un truc neuf, scintillant, classe, machin, genre en mode les meilleures Rien n'est trop bon pour conditions ces gens-là. que j'ai Rien. jamais vues, Ils ont ni à droit à Tel tout. Aviv, ni à Jérusalem, nulle part, des trucs genre, tu vois, le plus récent et tout. Et en fait, ceux qui travaillent, donc les dentistes et tout, qui travaillent là-bas, sont des juifs et des juifs laïcs et des arabes, donc laïcs aussi, du service médical, qui en fait sont là comme des esclaves à servir les ultra-orthodoxes qui ne travaillent pas, qui ne vont pas à l'armée et qui viennent recevoir les meilleurs services médicaux, alors qu'ils te disent et Namut Velonit Gayes, donc ça veut dire on préfère mourir que d'aller à l'armée. Ouais, alors qu'ils te disent veut clairement, pas, nous on on fait veut pas, pas. on fait pas partie du pays. Mais dans ce cas-là, On est vous- passionnistes. si vous n'êtes pas prêt à avoir les devoirs, vous n'êtes pas prêt à avoir non plus les droits. Si, parce Donc qu'ils aiment pourquoi, bien. Oui, pourquoi le ils disent. reçoivent la médecine? La médecine, il faut qu'il y en ait qui bossent, qui étudient pour avoir la Évidemment. médecine. Mais encore une fois, tout ça, ça ne peut exister que dans un monde où Netanyahou est tellement corrompu qu'il est prêt à tout donner pour rester au pouvoir. Et c'est vraiment ces 4 dernières années, c'est pour ça qu'il arrive à la fin de son mandat, parce qu'il a
parce qu'il est d'accord de faire passer le pays après lui personnellement. C'est-à-dire que n'importe quel Premier ministre aurait dit « moi, c'est les soldats d'abord ». C'est-à-dire s'il faut faire passer une loi de déserteur, non, je dis non tout de suite et je préfère rendre les clés. Et bien lui, il a dit oui, et il a dit « et qu'est-ce que vous voulez d'autre ?» Et depuis 4 ans, il donne aux religieux tout ce qu'ils veulent, et ils font passer les lois les plus folles. Cette semaine est passée une autre loi encore plus folle. Il y a mieux que mieux. Une loi fondamentale. Une loi encore plus folle qui donne ou qui permet maintenant à l'université d'enseigner, pareil, les femmes à gauche, les hommes à droite, et les femmes ne pourront plus enseigner à des hommes. C'est-à-dire que si tu as une professeure de, je ne sais pas, une dame qui a étudié, qui est la meilleure chirurgienne du cerveau. N'importe quel prof, et une sociologue, une prof de maths, elle peut pas enseigner la médecine à des hommes, parce qu'encore une fois, ces hommes-là, s'ils voient une femme, ils ne peuvent pas se retenir. Et comme ils ne peuvent pas se retenir, au lieu de les envoyer s'occuper d'eux-mêmes, eh ben, on préfère ne pas les mettre face à des femmes. Voilà. Et le gouvernement accepte. Et c'est ça qui est... Enfin, on est vraiment dans... C'est un pays qui est en pleine folie. Mais je pense que là, les Israéliens, ils commencent... Enfin, c'est pas qu'ils commencent, c'est qu'on sent que ça passera pas. Et c'est pour ça qu'ils... Mais c'est passé. Ouais, mais ça passe parce qu'ils ont une coalition. Tel Aviv, c'est fou, il n'y a que l'université Tel Aviv qui a dit on ne se tiendra pas à cette loi. Non, il y a aussi... moi, je sais que personnellement, l'université dans laquelle j'enseigne, Shenkar... Mais ils n'ont pas dit publiquement. Ah si, ils ont envoyé... ils ont publié un mail qui est passé partout. Ils ont dit, nous... Encore non. Non, je pensais pas que tu allais parler de cette loi-là. Je pensais que tu parlais de la loi fondamentale qui vient mettre à égalité en statut fondamental. Donc en Israël, il n'y a pas de constitution, donc les lois fondamentales sont les lois les plus élevées, et qui vient mettre à statut égal, et donc avec les aides égales, les soldats combattants, l'étude de la Torah. Les soldats combattants. Non, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que c'est devenu un RR. Comment on dit, de Elion. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, dans la loi fondamentale israélienne, il y avait effectivement de servir l'armée, mais il y avait surtout le kavod Adam, donc c'est-à-dire le respect de l'humain. Il y avait l'égalité et le caractère juif de l'État hébreu. Pour toi, État hébreu. Et donc ils ont rajouté à ces trucs en fait qui vient dire donc le respect de l'humain. Et maintenant égal à l'étude de la Torah, c'est-à-dire Israël comme État démocratique avec une égalité de droit, au même niveau, on a maintenant l'égalité de droit et l'étude de la Torah. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, la Cour suprême doit changer rétroactivement toutes ses décisions où elle faisait elle priorisait l'égalité. Ouais. Par rapport à l'étude de la Torah en disant bah non, il faut de l'égalité entre tous les citoyens. Maintenant, ils vont devoir retourner en arrière et faire annuler, parce que au même titre que l'égalité est un principe fondamental d'Israël, maintenant l'étude de la Torah est considérée aussi importante que le respect humain, le respect de la vie humaine, la liberté, etc. Et donc, ça veut dire quoi d'autre ? Ça veut dire que maintenant, les budgets qui sont mis pour des soldats, maintenant, ils vont pouvoir demander que ce soit les mêmes budgets pour ceux qui étudient la Torah. Il y a beaucoup de gens qui ont étudié la Torah pendant ces 3 dernières années, surtout depuis le 7 octobre, et ils ont des problèmes de post-trauma. Et ça c'est connu. Et donc, il faut débloquer de l'argent pour ces gens-là. Parce qu'ils ont étudié, et ils en ont tellement plein la tête qu'ils n'en dorment plus la nuit. Et donc, ce que tu disais... Il y a aussi, des suicides. Ce que tu disais au début du podcast, c'est que une des lois qui dérive de ce truc-là complètement dingue, c'est que le gouvernement a dit pendant les 3 prochains mois, donc c'est-à-dire pendant la campagne électorale, c'est-à-dire qu'ils s'en cachent pas. Non. Pendant la campagne électorale, on fait passer une loi qui vient effectivement, comme tu l'as dit, annuler l'obligation de s'engager à l'armée, qui vient annuler le fait que l'armée peut arrêter ceux qui sont déserteurs. Et donc jusqu'aux élections, ils viennent assurer. Et après, les Haredim ont dit à Netanyahou, maintenant on a compris comment Netanyahou il fonctionne. Donc si on se remet dans une coalition avec Netanyahou maintenant, on ne validera pas la coalition tant qu'on attendra que la Knesset existe. On dira à Netanyahou, maintenant tu nous fais passer l'autorisation des déserteurs à vie,
ad vitam aeternam, Ah et oui. seulement à ce moment-là, on t'aide à former une coalition. Est-ce que tu te rends compte dans quoi on est? C'est Mais ce qui est dingue. incroyable, enfin, c'est pas que eux ils veulent ça. Déjà que eux ils ont pas, ils ont la chutzpah de vouloir ça et ils ont pas honte de le demander, ils ont pas honte de montrer leur face. À la rigueur, tu vois, je sais pas, ils sont tellement fous que ça me choque pas. Mais ce qui me choque franchement, c'est qu'il y a des Israéliens qui votent pour Netanyahou, alors qu'ils sachent évidemment que ça va être traduit par ça. C'est-à-dire que tu as des gens qui continuent à voter Netanyahou. Bah, on n'en sait rien. Il a Et d'ailleurs, enfin, selon les sondages, les sondages, il a quand même encore 21, Oui, mais il 22 baisse à chaque fois. voix. Il a des députés qui partent là depuis Mais qui ça- quittent le navire Ouais, ça, en c'est- mode genre ah là je me Ça, c'est du désolidarise. bluff, Alors, ouais. Les gars attends, qui sont là pendant 4 ans et qui une avec semaine le avant... 7 octobre, avec les Ouais, oh et non, ils- alors là je me suis rappelé des soldats. Ah ouais, tout à coup. On connaît, on a les noms, on sait qui vous Ah êtes. ouais, alors vous êtes là, resté j'espère avec lui que pendant 4 ans. Les Sharon Eskel, tout ça. Danilouz et compagnie. C'est vraiment des franchement, losers c'est- Enfin, en plus, ce qui est incroyable avec eux, qui quittent le gouvernement une semaine avant qu'ils se Et séparent, c'est elle qu'ils a essayent de créé un faire... parti. en Oui, ils plus. essayent de nous faire croire que non, nous on trempe pas là-dedans. Ça fait 4 ans que c'est Non vous. mais les gens sont pas dupes. Hein. Bah, les gens, ils sont quand même un peu cons parce qu'ils continuent. Con, oui, Ils peut-être pas dupes. continuent à voter. Tu vas quand même aller Mais à t'en sais Kiryat rien. Shmona. Tu vas quand même aller à Kiryat Shmona et tu vas trouver des gens à Arad, dans des villes qui ont été ravagées par la guerre. Tu vas quand même trouver des gens qui vont te dire Rag Bibi, que Bibi, que Oui. Bibi, que Bibi. Et Oui, tu te c'est dis, une mais secte. vous êtes fous, les gars. Ouais. Et c'est ça qui est complètement Mais là, incompréhensible. je pense qu'on verra dans les prochaines semaines. Je pense que là, ça va lui retirer des votes. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est trop gros. Donc, il y a quoi d'autre qui s'est passé cette semaine? Ils ont Je fait voulais, passer- je voulais te lire, parce que à propos de cette loi, il y a eu une réaction qui est, je pense que c'est une première. Mhm. On n'avait jamais eu ça. On a eu une réaction du patron de Tsahal, Chef d'état-major. du chef d'état-major de l'armée israélienne, qui a envoyé une lettre au gouvernement, Mhm. puisqu'il lui demandait il demandait en fin de compte à l'armée de faire la police en disant ceux-là on les arrête, ceux-là on les arrête pas, et qui sont ceux qui étudient vraiment la Torah, et c'est-à-dire on demandait à l'armée de faire le tri et de s'occuper de ça. Et donc je pense que c'est une première où l'armée envoie une lettre en disant nous on rentre pas dans vos histoires de politique. Laisse-moi te lire juste un passage, je mets mes lunettes de pro. Si vous voulez, je vous le mets à l'écran, le passage. Donc on a le chef de l'état-major qui dit « Il est inconcevable que le service militaire, sous mon commandement, qui exige de son personnel des sacrifices sans précédent, soit en même temps chargé d'accorder des exemptions massives de poursuite. Une telle mesure créerait une fracture profonde avec les forces en service qui portent le fardeau des combats depuis 2 ans et demi, et accentuerait les inégalités. » Ça, c'est le chef de l'armée qui répond au gouvernement en leur disant, je vous lis un autre passage, le projet de loi a été introduit au beau milieu d'une campagne multifront à un moment où Tsahal est confronté à une grave pénurie de main-d'œuvre qui affecte directement sa capacité à mener à bien ses missions opérationnelles. C'est-à-dire que on demande au gouvernement, on demande à l'armée de faire le tri. Non, et surtout que l'armée, eux, ils disent ils leur disent, nous on a besoin tout de suite, là, voilà, tout de ça fait suite, des mois, de des 12 années. 000 soldats, et on sait que si les religieux s'engageaient, on aurait tout de suite 72 000 soldats. C'est ça qu'il leur écrit dans la lettre. loi, c'est 80 000. Et donc, je pense que c'est une première. On a, en plus, je sais pas encore- si c'est une première. à c'est une ce point-là. première où tu as une lettre aussi piquante, Harifa, aussi... Ouais, mais en vrai, ils avaient les chefs d'état-major, même depuis la réforme et tout, ils avaient annoncé, il y a eu plusieurs moments. Et je pense que Et encore- Zamir, il a envoyé cette lettre parce qu'il a bien compris comment ça fonctionnait Ouais. en apprenant le 7 octobre. C'est-à-dire que Netanyahou et le gouvernement ne prennent aucune responsabilité. il Ils dit, mettent ça va tous être de ta sur faute. le Shabak, le Shin Bet, le Mossad et l'armée surtout. Et donc, du coup, je pense qu'il fait tout
pour justement laisser des traces et dire Oui. au public réveillez-vous. Oui, en plus en Sans disant, pouvoir dire vraiment les choses. nous on a tiré Voilà. tiré la sonnette d'alarme, on vous a dit et on a répété plusieurs fois qu'on avait besoin de 12 000 soldats là tout de suite. Il y en a 72 000 qui sont éligibles, qui sont chez les ultra-orthodoxes. Et vous nous demandez de faire la police de qui étudie la religion et qui ne le fait pas. On rentre pas là-dedans. Et en parallèle de ça, ils ont fait passer une loi d'allongement du service militaire, donc pour nous, pour les gens qui ne sont pas religieux. Donc les hommes, ils font déjà 3 ans. 3 ans, donc 30, la loi c'est 30 mois. Et là, ils te rajoutent, donc ces gens-là ont fait un service de 30 mois, de 3 ans, les hommes, qui en plus, depuis le 7 octobre, font des centaines de jours de réserve, laissent leurs femmes seules avec 2, 3, 4 enfants, dans la folie, sans aide de l'État, Ils en vont ayant pas au boulot, les gens en perdant leur job, etc. Les gens qui ont un business et tout ça. Leur business, mais même dans les entreprises. Les entreprises, officiellement, elles sont censées te garder, mais il y a un moment où quand t'es pas là, bah voilà. Tu te fais remplacer, et c'est du clair. Coup, là, Bismuth, qui est donc le Likoud, dans la Vadat Rotzve Bitachon, la commission liée à la sécurité, a fait passer... donc vraiment un allongement du service militaire pour ceux qui donnent déjà tellement, pour compenser l'absence des soldats d'ultra-orthodoxes qui sont censés. C'est la solution qu'ils ont trouvée. Et donc là, je pense que tu as raison. Au final, on trouvera des gens qui vont toujours voter Bibi et tout, mais je pense que là, il y a quand même des gens qui lâchent. Et je suis pas sûre qu'ils vont aller voter pour quelqu'un d'autre, mais je pense qu'ils iront moins voter. Et d'ailleurs, on le voit dans les sondages, il y a quand même des changements. Et avec des petits partis de droite qui sont en train de se créer, notamment celui de Yoaz Handel et Trooper, qui sont les Milouimnikim, enfin les gens de réserve. Ces deux-là, je ne peux pas les saquer. Ouais. Parce que eux, clairement, ils iront donner leur voix à Netanyahou. Ils disent que non. Ouais, ils disent que non, et donc il c'est l'a la déjà première fait. fois. Déjà, Handel, il l'a déjà fait. Oui. Trooper, Chilik Trooper, on va pas rentrer dans les ultra détails, mais lui, il est Netanyahou à fond, donc je le vois pas. Écoute, là, ils disent que non. Encore une fois, moi, je pense que c'est comme Gantz, c'est des gens à qui on peut pas faire confiance, mais il y a beaucoup de gens qui les aiment, et apparemment, ils arrivent là. Aujourd'hui, il y avait une information comme quoi, pour la première fois, depuis qu'ils ont annoncé l'ouverture de leur parti il y a une semaine, ils arrivent à dépasser le seuil d'éligibilité. Ça fait basculer l'opposition à 61, donc une majorité officielle sans les partis arabes. Donc c'est quand même ça leur but. Eux, ils disent on se mettra qu'avec les partis sionistes, donc pas les arabes, pas les ultra-orthodoxes. Les arabes israéliens, il faut que vous compreniez, le sionisme, c'est différent de ce que vous connaissez, vous, dans le monde. Je sais que dans le monde, le sionisme, c'est le concept de reconnaître l'existence d'Israël. Les arabes, ici, le sionisme, c'est plus comme est-ce que vous faites partie ou pas du mouvement d'indépendance du peuple juif. Donc en tant qu'arabe, il est quand même difficile et un peu suspect de faire partie du mouvement de libération du peuple juif. Mais donc du coup, c'est pas étonnant que les partis arabes, bien qu'ils reconnaissent la légitimité d'Israël à exister, certains en tant qu'État juif et certains, ils ont un peu plus de mal. Les mecs qui sont de droite dans l'opposition, des Lieberman, Bennett, Eisenkot et maintenant donc Trooper et Handel, ils nous disent leur narratif de ces élections, et le seul qui ne rentre pas dans ce jeu-là, c'est Yair Golan, avec les démocrates, c'est de dire, nous, on veut que des partis sionistes. Donc alors qu'on sait pertinemment qu'ils auront, s'ils en ont besoin, ils iront chercher encore une fois les ultra-orthodoxes, et on sait pertinemment que les ultra-orthodoxes, de tous les anti-sionistes qui sont en terre de Sion, c'est eux les number one. Parce que les Arabes, à la rigueur, tu peux même pas leur reprocher de pas être des grands sionistes. Ils sont arabes, donc ok, ils sont israéliens. Surtout, ils sont sionistes dans le sens où ils veulent servir les citoyens. Ils sont israéliens, il n'y a pas de problème, ils se reconnaissent dans l'État d'Israël et tout ça, mais ils ne sont pas juifs. Donc ils n'ont pas ce rapprochement avec le fait que les juifs aient le droit à un État et tout ça. Eux, ils sont israéliens, d'accord. Mais les ultra-orthodoxes, eux, ils sont juifs et eux, ils sont clairement anti-sionistes. C'est-à-dire que c'est des gens qui, le Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance, ils vont carrément aller enlever, décrocher les drapeaux. Et il y en a certains, tu les vois, les Neturei Karta et tout ça, qui brûlent des drapeaux israéliens. Quand il y a le Yom HaZikaron, le jour de la commémoration des soldats, et que tout le monde s'arrête et tout le monde se met au garde à vous pendant 1 minute dans tout le pays. Pour honorer les soldats qui sont tombés au combat des
des guerres d'Israël, et ben c'est eux les seuls à pas du tout respecter ça et même à faire le contraire. Ouais. Et ben eux, tu vois, la droite, ils vont aller les chercher clairement. Et Oui, puis là, on les Netanyahou, voit. c'était le premier à avoir légitimisé le fait d'aller voir Oui. les Arabes. Donc, mais maintenant, ces mecs-là, la Handel et tout, ils sont tellement genre de droite alors qu'ils sont dans l'opposition. Non, mais quand on parle, enfin moi, ce qui me fait rire, c'est quand ils disent ouais, nous, on va pas être avec, on se met que avec des sionistes. Non, vous mettez pas que avec des Bah, sionistes. attendons de voir. Ça dépendra aussi du poids de tous ces partis-là. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que aussi pour une des premières fois, si je me trompe pas, quand Netanyahou a fait passer ses lois, là il y a 2-3 jours. Alors, il y était pas, c'est intéressant, il y était pas, je crois, pour le Limoud Torah, c'est-à-dire pour le moment où il fait Il y passer était, mais les... ils l'ont Non, sorti. je crois que c'est pour le Torah Harikim. Enfin, Ouais. en tout cas. Pour Et l'exemption donc, il y était allé pour l'exemption et voté. Et en fait, il y a des vidéos assez folles où on voit toute l'opposition qui vraiment, Se lève. de gauche comme de droite Ouais, d'ailleurs, ouais. se lève et le hue et lui crie « honte à toi, honte à toi, honte à toi », à tel point que pour la première fois, Netanyahou sort Ouais, il de sort. l'Assemblée. Ça fait vraiment Game of Thrones. Je sais pas si tu vois la Ouais, scène où elle... shame, Shame, et t'as shame. tout le monde qui est là en train de lui crier Ouais. dessus et carrément, il se barre, quoi. Et en fait, pour la première fois, Netanyahou ne reste pas. C'est-à-dire, il n'y arrive pas à rester. C'est-à-dire, c'est vraiment un moment où tu te dis, le mec est officiellement en train de détruire le contrat social le plus basique d'Israël. Mais je crois qu'il a déjà détruit, il joue ses dernières cartes. Il essaye... Moi, personnellement, si tu me demandes pourquoi il fait ça en ce moment, Mhm. si tu me demandes ma lecture de ça, je pense qu'il sait que certaines de ces lois-là, de toute façon, elles vont être rejetées par la Cour Suprême, bien par sûr. la Cour suprême. Donc il sait que ça va aller en Cour suprême. C'est ça Et qu'il veut. Et donc c'est un win-win situation pour lui. Ou c'est rejeté par la Cour suprême et là il peut dire regardez, je vous l'avais dit, c'est les juges qui décident de tout et tout. Nous, la démocratie, c'est nous qui avons été c'est nous qui élus. avons été élus, c'est à nous de choisir. Donc ça, c'est son cheval de bataille, il adore dire ça. Et le truc qui pour moi, enfin, je pense que c'est, il fait tout pour qu'on parle d'autre chose que du 7 octobre. Ouais. Et donc il va se lancer. Tu vois, là, ça fait 40 minutes qu'on essaye d'expliquer juste les lois de cette semaine. Donc, Mais quoi, cette imaginez les semaine de Israéliens qui sont en pleine lundi, folie. mardi, mercredi, ça fait 3 jours seulement. Et ça, c'est juste sur les religieux, parce que en plus de ça, il y a des attaques personnelles contre, par exemple, le chef pour l'instant de l'opposition, qui est Gadi Eisenkot, qui a le plus de voix pour l'instant. Il y a des attaques, genre en disant c'est un gros gaucho et tout ça. Et ils vont tout faire pour qu'on parle de n'importe quoi, mais qu'on ne parle pas du 7 octobre. Et je pense que c'est comme ça qu'ils comptent gagner les élections, c'est-à-dire en se servant du clivage gauche-droite, religion laïque, et en disant, Mais regardez... c'est pas gauche-droite. Ouais, non, en essayant de faire, puisque évidemment, écoute, j'entendais ce matin, comment elle s'appelle cette conne, Miri Regev, qui disait que donc elle était à la radio et tu as un commentateur qui lui demande mais alors est-ce que elle disait que de toute façon tous les problèmes d'Israël c'était la gauche et que tout le monde c'était tous des gauchos et le gars lui demande mais comment tu peux dire que Bennett ou que Lieberman c'est la gauche, puisque Lieberman on sait que c'est un gars qui est très très à droite. Bennett avec sa kippa et tout ça, le gars qui a dit plusieurs fois il n'y aura pas d'État palestinien, tout ça. Et l'ancien chef C'est de Cisjordanie, des territoires enfin, des un gars qui colonies. arrive franchement de l'extrême droite. Et pour eux, tout ce qui n'est pas Netanyahou, c'est la gauche. Et donc ils traitent tout le monde de gaucho, et rien que le fait d'être libellé, d'être tagué de gauche, pour eux, ça marche, puisque leur base, les gens qui vont voter pour eux, ils ont réussi à tellement salir le mot de gauche que les gens aujourd'hui veulent... Même les gens qui sont à gauche, comme clairement des lapides à la rigueur qui sont... Eh ben, Non, Lapide, il est vraiment pas à gauche. Enfin, il est plus à gauche qu'à droite. Tu vois, ça marche sur toi. Il est le centre. Ça n'existe pas le centre. Mais si, Y bien a sûr pas que ça de existe. centre. C'est le centre C'est Stam. extrême, Lapide. C'est quoi le centre? C'est de rien dire sur rien. Ok. Donc, je t'ai convaincu? non, C'est le centre? t'es ou à gauche ou à droite. Non. C'est où t'es pour 2 États ou t'es pas pour 2 États. C'est clair, il n'y a pas... En fin de Alors compte, il est en de Israël, droite.
Non. Si de gauche, il faut vouloir un État palestinien et la fin du conflit, il n'y a que Yair Golan. Les autres, ils sont tous de droite, selon ta explication. Lapid personnellement, enfin, lui et Bennett, non, mais lui, personnellement, il a plusieurs fois dit qu'il était pour... Non, il a toujours dit manager le conflit. Non. Je l'ai jamais entendu dire... Moi, je l'ai entendu sur des podcasts en anglais où il disait clairement d'accord, sur des podcasts en anglais. Oui, d'accord. Enfin, où il faisait des déclarations, il disait que il fallait un processus de paix et tout ça, et qu'il fallait en arriver... Non, mais attends, Lapid, c'est pas la gauche. Tu vas pas rentrer dans le narratif de Bibi quand même. C'est pas... Économiquement, c'est un mec ultra libéral. Sécuritairement parlant... En Israël, quand on parle de gauche et de droite, franchement, on parle pas d'économie, rarement. On parle pas de l'économie de gauche ou de droite, puisque c'est tous de l'économie de droite. Il y a très peu de gens qui sont vraiment des vrais socialistes en Israël, ou des communistes, ou vraiment qui sont pour... On parle généralement, quand le clivage gauche-droite en Israël, c'est un État palestinien ou pas. Oui, mais c'est parce qu'on est d'accord. C'est ce que Bibi... Et donc, c'est clair que Lieberman, c'est pas la gauche. C'est clair que Bennett, c'est pas la gauche. Mais tout le monde est tagué, et on fait passer tout le monde pour la gauche, et ça marche. Parce que les gens, ils veulent pas qu'on dise d'eux qui sont de gauche. C'est devenu un gros mot, être de gauche. Toi et moi, quand on dit nous, on est clairement de gauche, il y a des gens qui nous écoutent qui disent encore des gauchos. Même des gens qui sont à gauche, aujourd'hui, le mot gauche, surtout en Europe, surtout aux États-Unis, c'est devenu un gros mot. Et donc, quand nous, on parle en français et qu'on dit qu'on est de gauche, les gens, ils se disent c'est encore deux gros woke, très gauchos. Non, moi, je pense que c'est très israélien. En France, tu peux être de gauche. Parce que tu fais l'amalgame. Ben, en France, quand tu es de gauche, c'est pire. Enfin, si t'es en France, la gauche, c'est le LFI, c'est les frères musulmans. C'est la folie, la gauche, en France. On est d'accord? C'est bien extrême, cette phrase, là, Ronnie. C'est quoi la gauche en France? C'est Mélenchon? Moi, j'ose espérer que la gauche une gauche républicaine, le Parti socialiste et tout, va créer une alternative. Qui? Je sais pas, moi j'aime bien Gage. Mais il a aucune chance. Enfin, aujourd'hui, c'est Le Pen ou Mélenchon. Ah oui. Enfin, on fait une petite... Oui, mais comme moi je suis avec Yair Golan, et il n'y a aucune chance que Yair Golan soit Premier ministre à ces élections-là, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais il y a une chance pour que Yair Golan soit Sarah Bitachon, ou Sarah Kalkala, ou... Bon, je sais pas, on va pas parler de politique Sarah Bitachon, française. Ministère de... Il y a une chance pour que... Vu que comment marche le système israélien, il y a une chance pour que Yair Golan ait suffisamment de voix pour peut-être pas être Premier ministre, mais que beaucoup des gens de son parti soient ministres. Oui. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont dire... Ça ne change rien au fait qu'on est de gauche et que la gauche, aujourd'hui, tu as raison, au niveau mondial, il y a vraiment une polarisation et je pense un dénigrement des valeurs de gauche. Mais au final, je trouve que c'est quand même très différent où en France ou en Europe, la gauche, c'est une gauche historique où on sait vraiment, comme tu dis, c'est des combats économiques, sociaux, etc. En Israël, du fait de la politique de Netanyahou, du gouvernement et de la réalité du pays, on est vraiment, comme tu le dis, poussé sur des dynamiques, même les élections, les gens, ils votent, malgré vraiment le niveau économique catastrophique, où on a un coût de la vie qui est catastrophique, et les gens en dehors d'Israël ne comprennent pas. Ils nous disent, mais pourquoi c'est pas le sujet central des élections? Parce que Netanyahou arrive toujours à recentrer ça sur gauche, droite, les Arabes, et on les entend là, ils sont repartis. J'entendais encore une fois ce matin Miri Regev qui parlait les frères musulmans, à Zenkot, il va s'asseoir avec les frères musulmans. Non, mais ça, c'est donc, ils bombardent du soir au matin, et les gens, ça marche sur eux. Parce que ça reste, et ils se disent, ouais, mais quand même, cet Eisenkot, il va quand même, donner des voix. Je pense pas que ça marche. Je pense qu'il va réussir, mais il a réussi sur Yair Golan, qui est un ancien général, ancien vice-chef d'état-major, qui était connu au sein de l'armée pour être un mec, parce que quand tu es à l'armée, tu sais pas qui est de droite, qui est de gauche. Mais c'est le mec qui s'est levé le 7 octobre et qui a été prendre un fusil et qui a été sortir des jeunes de Reim et de la bande de Gaza, enfin qui rentrait, qui est sorti plusieurs fois. Enfin, c'est un héros national. Tu peux ne pas l'aimer politiquement ou quoi que ce soit, mais le mec, c'est franchement un grand sioniste. Et Netanyahou, qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit que Yair Golan avait prévu, que le Hamas l'avait informé en Ouais. amont et qu'il y allait avec une équipe de journalistes pour se faire filmer pendant qu'il... Oui, parce qu'ils le savaient, donc ouais, Tu te c'est rends ça. compte Tu Mais te ils rends ont- compte mais Et ils ça, ont- c'est Netanyahou qui ordonne, en fait, qui utilise donc notamment la chaîne 14 pour relayer... C'est pour ça qu'on n'aime pas la 14. Bah oui. Et du coup, la chaîne 14, le ministre, une des lois qui est passée là il y a 2 jours, c'est que le ministre Kari de la Oh, alors lui. communication a fait passer une loi qui donne de façon claire des budgets supplémentaires et des façons de détourner un peu les lois d'audience pour la 14, qui est une chaîne privée, et la chaîne 12 et la chaîne 13, qui sont des chaînes privées que Netanyahou considère comme des chaînes de propagande contre lui. Alors que moi, si tu me demandes mon avis, c'est fake vachement de news. droite. Bah oui, évidemment. Et donc, Tout ce qui n'est pas avec lui, c'est de la fake news. voilà. Et donc, du coup, des privilèges invraisemblables et des budgets pour une chaîne privée qui va devenir donc encore plus de facto et de jure une chaîne de propagande d'État. Je pense que là, on va voir si les Israéliens ils sont nuls à ce point-là ou s'ils arrivent quand même à avoir un peu de kavod atzmi, Respect sur... de respect d'eux-mêmes et de réussir à changer ce gouvernement. Je pense que si ce gouvernement ne change pas, Mhm. on va avoir beaucoup de gens qui Non, vont la quitter question, c'est est-ce Israël. qu'ils vont pas Et on changer va- ou est-ce qu'il va y avoir d'autres élections? Parce que si on n'arrive pas à former de coalition, on va repartir à des élections. C'est ce qu'on a eu là, les dernières fois. C'est aussi une catastrophe. Parce que du coup, tu as des gouvernements de transition et c'est Netanyahou qui reste au pouvoir. Donc ça aussi, c'est une catastrophe. Ce que je veux rajouter quand même, parce qu'on va quand même finir les folies de la semaine, il y a encore 3 choses que je voulais dire. Un, il y a une loi qui est passée... Il en reste qui- 3. Non, il y en a d'autres, mais on a fait le tri quand même parce qu'on ne peut pas vous tenir 2h30. Une loi catastrophique dans le domaine dans lequel j'ai travaillé dans le dernier gouvernement, donc ça me tient particulièrement à cœur de vous communiquer cette folie. Il y a une loi qui est passée qui vient annuler les budgets qui avaient été votés dans le plan quinquennal du dernier gouvernement pour aider l'intégration de la société arabe des 21% de citoyens arabes dans le monde du travail. Et donc, on avait particulièrement mis 2 choses en place, des budgets particulièrement élevés pour les formations technologiques et de high-tech, pour permettre à des milliers de jeunes arabes d'améliorer leur hébreu et de rentrer sur le monde du marché et de faire partie de la Startup Nation ou d'avoir des Ouais. jobs avec vraiment des formations de haut niveau. Donc ça, ils vont l'annuler totalement. Et au profit de quoi Religion Non, Laisse-moi deviner. vas-y. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Qu'est-ce que ce gouvernement veut faire avec les Arabes? Je sais pas, acheter des trucs pour les territoires Non, un truc contre eux direct. contre eux directement. Hmm. Leur enlever l'eau et l'électricité. Non, qu'est-ce que l'État, en tant qu'État, peut faire pour cibler des citoyens arabes? Quel est notre outil? Vas-y, dis-moi. Le Shin Bet. Donc, les budgets qui étaient Carrément. là, qui étaient mis en place, cette loi, elle vient prendre les budgets qui étaient mis en place pour développer les formations professionnelles et les études technologiques dans la société arabe. Et ces 105 millions de shekels vont être maintenant utilisés pour créer une unité spéciale au sein des services secrets israéliens intérieurs pour, soi-disant, lutter contre la criminalité dans la Société dans arabe. la société arabe, mais en fait monter, employer Des unités, une spéciales. cinquantaine de personnes qui vont venir cibler les sociétés arabes. Et avec Zini, qui est le chef du Shin Bet aujourd'hui, on ne sait pas, et qui a été entendu il y a quelques semaines dire que la raison pour laquelle c'est un bon chef du Shin Bet, c'est parce que lui, c'est le seul qui est prêt à servir le gouvernement. Donc ça te fait quand même... Le mec, il le dit douter. clairement, quoi. Ouais, bon après c'est une truc qui est sorti, il l'a pas dit officiellement, mais il l'a dit. Et ce Zini, qui est quand même qui a été promu qui a été mis dans ce job pour et par Netanyahou. Cette semaine, Sarah Netanyahou, la femme de Netanyahou, lui a demandé une autorisation spéciale pour que elle et ses enfants reçoivent à vie des services de sécurité parce qu'ils sont évidemment ciblés et en oui, les danger pauvres. par les gauchos qui Ah veulent ouais. les exterminer. Du soir Et au donc matin. à vie, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, hein, son fils à Non, ils veulent après. Miami, Je pense il a qu'ils ont peur. il a 3 gardes Parce du que corps. là, en ce moment, il est le 24 heures fils sur du 24. Premier ministre. Mais ce qu'ils veulent, c'est que même quand Netanyahou ne sera plus Premier ministre, donc ils envisagent quand même, ils se disent, il y a des chances que... Donc ils veulent faire passer maintenant Voilà. Et que donc, le Shabak, que le Shin Bet. que les services de sécurité
continue de les garder Subventionné. ou de les sécuriser. Donc qu'ils ont qu'ils Continuer aient le des narratif comme quoi c'est les qu'ils aient des gardes du corps à payés vie, par nos impôts. payés Au lieu par que, en fait, qu'ils sont Voilà. déjà super riches, qu'ils le fassent par eux-mêmes, quoi. Tu vois, je comprends que tu es un ancien Premier ministre, tu veux que... Déjà, ces enfants, ils n'ont aucune cible sur eux. Mais Netanyahou, s'il passe pas et qu'il part en prison, il n'aura pas besoin de garde du corps en Non, mais prison. Sarah est... Elle aussi, elle y va. Et du coup, le dernier truc que je dis qui est lié donc, à toute cette folie, c'est que le 27 octobre, il va y avoir des élections. Et il y a un mouvement énorme d'Israéliens qui sont partis de venir voter. Ah oui, je l'ai lu, cette truc. Et du coup, Miri Regev... Qui sont partis à l'étranger. Donc il y a beaucoup d'Israéliens qui, depuis le 7 octobre, ont quitté Même Israël avant, ouais, et qui aujourd'hui résident... Parce qu'il n'y a pas de... On ne peut pas voter à l'étranger, en fait. Il n'y a pas de dérogation, il faut venir... faut venir physiquement. Faut prendre un avion. Voilà, il faut venir physiquement voter. Et il y a beaucoup d'Israéliens qui viennent tout le temps, même s'ils sont en vacances ou quoi que ce soit. Aux élections, les Israéliens viennent mais là, ou reviennent voter. C'est souvent les mecs qui soutiennent Netanyahou et tout. Et là, il y a vraiment une organisation géniale qui, de façon totalement légale, organise, aide les gens à acheter des billets à moins cher, les mobilise, leur donne les informations administratives, comment voter, quels sont vos droits, etc. Et du coup, Miri Regev, la ministre des Transports, il y a eu une fuite aujourd'hui d'un des responsables du ministère des Transports qui est très, très haut placé, qui a dit qu'il y a une demande de la ministre de proposer des plans d'action pour les empêcher de venir. Que les Israéliens puissent venir voter. Bah oui. Donc voilà, donc bienvenue en dictature, bienvenue chez nous. Le mieux, c'est une petite guerre ou un petit truc pour fermer... les deux, pourquoi l'un ou l'autre. Pour donc fermer vous comprenez, donc moi je voulais qu'on parle de ça aujourd'hui, parce que je ne sais pas si vous comprenez, mais on est assommés. Moi je me sens, je ne sais pas comment t'es, Ronnie, moi je suis choquée, on est tous... j'ai l'impression qu'on s'est pris un coup de massue sur la tête. Je sais pas, tout le monde me dit, mais Chana, est-ce qu'ils vont pouvoir annuler ces lois? Franchement, oui. Officiellement, oui, mais en fait, ça fait 4 ans que, tu vois, il a Tasvirou, toute la réforme judiciaire, tout le truc, c'est que... Voilà. Je sais pas comment on fait marche arrière, même si... Et puis surtout qu'on ne va pas être un gouvernement de gauche, c'est un gouvernement principalement centre-droit, où on va pas être d'accord sur tout, on va probablement être d'accord sur... Mais je pense que tout ce qui est rapport à l'armée, je pense que ça sera annulé le lendemain des élections. Tout ce qui est rapport à Netanyahou lui-même, personnellement, garde du corps, tout ça, ça sera annulé. Pas si Zini, il est encore... Mais lui, il peut se faire virer aussi. Puisqu'aujourd'hui, tu as le droit de virer. Puisque le Premier ministre a eu le droit de changer... mais selon la loi, tu as le droit... Le Premier ministre a pour Samrou, tu as pour autorisation de to a point, oh là là, aujourd'hui, je cherche mes mots. D'appointer. De choisir qui va être le chef du Mossad, du Shin Bet, le Mevaker Amedina, le chef de la Cour des comptes, etc. Mais il n'a pas l'autorisation d'annuler leur nomination. Donc ça veut dire qu'officiellement, il n'y a aucun moyen dans la loi israélienne d'annuler ces nominations. Il faut attendre 7 ans. Et du coup, on va être face à une situation historique où ce nouveau gouvernement, si tout se passe bien, qui est basé sur l'opposition actuelle, va devoir créer, en fait, faire passer peut-être une loi ou quoi, pour pouvoir annuler ces nominations qui sont complètement personnelles de Netanyahou, qui a quand même mis en tant que chef de la Cour des comptes et qui check les comptes de campagne, son propre avocat. Ça aussi, c'est pas passé à la... Non, la Cour suprême pour l'instant a arrêté. Mais en tout cas, le Mossad... avec un mec qui parle pas anglais et qui a jamais été au Mossad et qui sert à rien, et Zini qui est un mec qui est un colon extrémiste, fou furieux, fou de Dieu. Ça, ces deux-là, c'est quand même nos chefs des renseignements intérieurs et extérieurs. C'est le chef de la sécurité d'Israël. C'est quand même dingue. Donc moi, j'avoue que là, je suis un peu sur le cul, quoi. J'ai un peu l'impression que genre comment on se relève de ça. Mais c'est ça qu'ils veulent. Je pense que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent vraiment nous. Ils veulent
que tu aies l'impression comme ça d'être dans une machine à laver. Et le tout, c'est de garder les pieds et de garder, tu vois, de rester focus sur le fait que dans 3 mois, il y a les élections. Au mois d'octobre, il y a les élections. Et de ne pas perdre, tu vois, de vue le narratif. Le narratif, pour moi, c'est le 7 octobre. Il faut qu'ils payent pour le 7 octobre. Et si tu restes là-dedans... Tous ceux qui ont été liés au 7 octobre doivent aller... Si tu restes là-dedans, tu perds pas prise. Et ils vont tout faire. Et on les voit là. Ils se lancent. Mais ils n'ont aucune chance. Personnellement, je pense. Non, sinon, je sais pas. Sinon, il y a le Somaliland. Il paraît que c'est beau. Moi, je suis pour la Namibie, mais bon. On en a déjà parlé, je crois. Où ? La Namibie. Non, on n'a jamais parlé. Jamais été. Ah, c'est vrai que t'as... Ils nous aiment beaucoup en Namibie. Ils sont chauds pour qu'on vienne. Finissons-en. Tu nous fais un petit point sur... pour en finir, on va vous faire, mais vraiment en quelques minutes. Ouais, un petit truc... Sur les frontières. Frontière nord, frontière sud. Dis-nous tout. Il y a un truc qui m'a... Enfin, ça m'a fait penser à ça. Quand, je regarde pas le football, tu me connais. Transition, je regarde pas le football. Mais pendant le mondial... J'ai vu... Tu veux pas nous parler des frontières? Non, je vais te parler des frontières et je veux dire comment j'en suis arrivé à ça. J'ai vu, il y avait un match, c'était... déjà, il y a eu Maroc-France, je sais plus trop quoi. Et je me rappelle qu'après la défaite du Maroc, j'ai vu plein de trucs passer comme quoi c'était la faute des Juifs. Mais non. Il y a un... Si, mais... Quel rapport? Des fois... mais voilà, quoi. Quel rapport? Et... Parce que l'arbitre était... ils ont été chercher un truc comme quoi la mère de l'arbitre était juive. Enfin, des trucs, mais improbables, t'en reviens pas. Complotiste, quoi. Et il y a eu un autre truc qui est passé, c'est l'entraîneur de l'équipe égyptienne. Donc, quand ils se sont fait sortir, il est sorti du stade et il a brandi, évidemment, un grand drapeau palestinien. Et il a dit, je dédie tout... notre échec à la Palestine. Non, c'était pas notre échec, mais je dédie tout le chemin qu'on a fait. Le bus, quand ils sont arrivés aussi en Égypte, ouais. Pareil, drapeau palestinien. Et donc, je dédie tout ça à la Palestine. Tous ces gens qui dédient plein de trucs à la Palestine. Et je me suis dit, mais ça m'a fait réfléchir et je me suis rappelé que quand même, les Égyptiens, ils ont une frontière avec la Palestine, qui est dans la bande de Gaza. Si vous voulez... J'ai fait des recherches, je vous la mets, la frontière, en photo. Elle devrait être là. Donc voilà, là vous avez Israël, là vous avez la frontière Israël-Égypte, et là, en petit, là, vous avez la bande de Gaza. La frontière égyptienne, elle est là, elle fait à peu près, frontière Égypte-Gaza, elle fait à peu près 14 km. Ces 14 km, c'est un truc, c'est des barbelés. C'est fortifié. Donc ça, c'est la frontière normale. Ça, c'est la frontière normale, ce que vous voyez là. C'est la frontière Égypte-Israël qui n'est pas dans la bande de Gaza. La frontière bande de Gaza, c'est ça. Voilà. C'est des trucs infranchissables. Il y a 2 frontières. D'ailleurs, il y a un mur. Ensuite, il y a une zone tampon ou un no man's land. Et il y a ce truc-là. Et donc... Des barbelés. Et donc, ces Égyptiens qui dédient tout aux Palestiniens, tu te dis, mais depuis 3 ans, pourquoi vous n'avez pas ouvert votre frontière à vos amis, les Palestiniens? Puisque généralement, quand il y a une guerre, les pays frontaliers, par exemple Ukraine-Russie, eh ben, la Pologne ouvre ses frontières aux réfugiés ukrainiens, les laisse venir, femmes et enfants, tout ça, et puis après les gens, ils rentrent dans leur pays. Mais au moins, ils ont un endroit pour être évacués. Eh bien, les Égyptiens, eux, ce qu'ils ont fait le 7 octobre, c'est qu'ils ont fermé leurs frontières. C'est-à-dire, ils l'ont fermé, mais hermétiquement. Oui et non, parce qu'ils ont quand même laissé passer des terroristes du Hamas qui voulaient on les a vus après dans les hôtels et dans les machins. Eux, oui. Et donc, aujourd'hui, il y a une organisation qui laisse des Palestiniens passer au compte-gouttes vers l'Égypte. Est-ce que tu sais combien ça coûte pour un Palestinien qui habite dans la bande de Gaza? Combien coûtait l'autorisation avant le 7 octobre de traverser via Kerem Shalom
bref, via l'Égypte. Mhm. Combien ça coûtait avant et combien ça coûte aujourd'hui? Dis-nous tout. Avant le 7 octobre, pour passer le visa, ça coûtait $350. Mhm. Déjà, pour des gens qui habitent dans la bande de Gaza, c'est cher. Très cher. Aujourd'hui, pour un adulte palestinien, traverser de Gaza vers l'Égypte, c'est $5 000. Oui, donc il n'y a Et- que les chefs terroristes qui... Et pour les enfants, les mecs c'est du- $2 500. Et donc, les Égyptiens qui sont soi-disant, on dédie ça, en fin de compte, ils ont tout un business qui est organisé par l'Égypte. Il y a une boîte qui s'appelle Halal, rien que le nom c'est excellent, H-A-L-A, Hala, sans L à la fin. C'est eux qui s'organisent, c'est eux qui organisent le racketing, on va dire, des Palestiniens. Et je trouve que, enfin, on n'en parle pas souvent, mais et puis c'est le genre de truc qui passe presque jamais, puisque tout le temps, tout le monde dédie plein de trucs à la Palestine. La Courneuve dédie sa mairie à la Palestine. Tout le 9-3, toutes les mairies du 9-3, c'est la Palestine. L'Égypte, c'est la Palestine. Mais en fin de compte, quand il faut venir les aider, bah, tu vois, dans les faits, il n'y a personne. C'est même pas qu'il n'y a personne, c'est qu'ils n'ont même pas accepté. Je crois qu'en tout, il y a 130 000 personnes qui ont réussi à passer depuis le 7 octobre du côté égyptien. Et que ces gens-là, ils ne sont pas acceptés comme réfugiés. C'est-à-dire, ils sont là, ils n'ont pas le droit de travailler, rien. Ils attendent de repartir. Et enfin, c'est dégueulasse, quoi. Ouais, bah, c'est cynique. Ouais. Et tu veux faire le point sur le Liban? Liban, cette semaine, on a eu le début des pourparlers avec nos camarades libanais. Donc, Mais il y a qui du côté israélien, du coup? bah, y a des gens du gouvernement, Parce qu'ils enfin voulaient pas pas des, faire, pas des pas ministres et tout vouloir ça. Bibi. Non, ils ont envoyé des number 3. Donc c'est quoi la différence avec ce qu'il y avait avant? Ben, c'est qu'ils commencent à discuter, ils ont lancé un plan. Donc leur plan, je vous montre encore une fois, je vais essayer de vous trouver les images pour que vous sachiez de quoi on parle. En gros, je vous le mets là. Ça, c'est la frontière. Ça, c'est le nord d'Israël. Donc, tout ce qui est en bleu, c'est Israël. Tout ce qui est en bleu très clair, c'est le Golan. Donc, c'est encore Israël. Et toute la zone qui est ici en mauve, c'est la zone dans laquelle l'armée israélienne, c'est la zone que tient en ce moment l'armée israélienne. Donc, jusqu'à la ligne jaune. Et tout ce qui est en orange, rouge, c'est le Liban. Donc en ce moment, les Libanais, le gouvernement libanais demande aux Israéliens de se retirer sur la frontière internationale qui est là, la bleue. Et les Israéliens, ils disent, nous, on part de cette zone tampon qui est la zone où il y avait le Hezbollah, si vous envoyez l'armée. Et donc c'est ça les pourparlers. Et donc il est censé y avoir en ce moment donc un espèce de battement entre l'armée israélienne qui se retirerait, qui redescendrait en Israël, et l'armée libanaise qui est censée la remplacer et prendre les postes. Et la raison pour laquelle c'est aussi, je pense, une crainte des Israéliens, c'est de dire au final, il y a une grande peur d'un 7 octobre oui, voilà. à Methoula, à Kiryat Shmona, c'est-à-dire à la frontière, que en fait, plus on laisse, si Israël se retire comme ça a été le cas, le Hezbollah va revenir dans les villages, etc., reprendre leur position. D'ailleurs, il y en a encore des positions maintenues. Et du coup, si l'armée libanaise ne se mobilise pas pour continuer à garder les positions et à désarmer le Hezbollah, ce que tu as dit plusieurs fois dans le passé que tu ne penses pas être même possible, qu'ils n'ont même pas cette capacité, mais en tout cas, s'ils commencent à se foutre de notre gueule, à nous dire « oui, on va vous mettre les casques bleus et machin et tout », Israël dit catégoriquement c'est impossible. Non, voilà. Et donc là, ce qu'il y a dans ces pourparlers, c'est on commence à parler de voilà quoi, la mécanique de qui fait quoi. C'est-à-dire, oui, vous envoyez l'armée avec quel genre de soldats vous envoyez, qui va entraîner ces soldats, puisque pour l'instant, l'armée libanaise, elle est sous-armée, elle n'est pas entraînée. Enfin, Ouais. ils sont pas capables de faire le boulot. Et donc, et personne, évidemment, ni les Français ni les Américains vont envoyer leurs soldats se frotter au Hezbollah. Donc voilà, on en est là, mais au moins il y a un début de pourparlers. Donc je pense que ça valait le coup quand même
d'en parler. T'as vu? Parler Super. pour parler, mais franchement, mais on est trop bon. Bah voilà, on vous a Like, fait un bon share, point. comment, ça nous ferait vraiment plaisir. Si vous aimez bien, le truc qui nous ferait vraiment plaisir, c'est que vous envoyez le lien de l'épisode à des amis et vous leur dites, écoutez, ces deux-là, ils vont vous expliquer des trucs sur Israël Ouais, si que vous vous avez- que vous saviez pas. Par exemple, les perruques. Ben voilà. Si vous avez des gens autour de vous qui vraiment se posent des questions sur ce qui s'est passé, c'est vraiment, on a essayé de vous faire un épisode qui permet de donner toutes les réponses dans la complexité de la réalité israélienne. Donc merci de nous avoir écoutés et on se revoit la semaine prochaine. Si Dieu veut. Ciao.